Bienvenue. Initiative de Niki, de Paracou, de Cotonou, de Porte-Nouveau et autres sont ses portées. Mesdames, Messieurs, vous en savez sans doute davantage déjà. Tellement d'émissions dédiées pour tout neuf désormais sous le ciel politique béninois et toujours porté par la couche juvénile, ce qu'il convient d'appeler Jeudi Noir. Tout neuf, n'est-ce pas? Un creuset que revendique une certaine catégorie de jeunes gens déçus, disent-ils, de la gouvernance talon, avec pour spécificité la sauvegarde des acquis démocratiques. Liberté de presse, d'expression, équitabilité de tous devant la justice, respect des droits humains, séparation des pouvoirs. Ces indicateurs de la santé démocratique seraient-ils chaque jour un peu plus en sursis sous le nouveau départ? Parole, dans un instant, à l'un des dépositaires de cette nouvelle forme de protestation portée sur les fonds baptismaux ce mois d'octobre finissant. Mais il ne sera pas seul. Avec qui? Vous le saurez tout de suite. Thème en débat, Jeudi Noir. Au Bénin, expression vivante d'un ras-le-bol ou d'une quête du sensationnel. Déjà, sur ce plateau, l'un des pères fondateurs du mouvement, Calvin Robert Doutetien est son nom. Il est activiste. Calvin Robert Doutetien, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de lui, un autre jeune, Dieudonné Biao est son nom. Il est le porte-parole du Parti du Peuple Souverain, PPS. Dieudonné Biao, bonjour. Bonjour, monsieur Yetanguy. Merci aussi de répondre à notre invitation. C'est moi. Mesdames, Messieurs, mercredi rouge, inutile de vous en parler, n'est-ce pas? À cette vieille forme de protestation ultérieurement connue au Bénin s'ajoute désormais une nouvelle, Jeudi Noir, un mouvement d'indignation porté par des jeunes gens singulièrement attachés, disent-ils, aux valeurs républicaines. Alors, je vais me retourner vers vous plutôt, Doutetien, père fondateur de l'initiative. D'où, dites-nous, vous est venue l'idée d'une telle initiative, Jeudi Noir? Ok, merci monsieur le journaliste et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Le peuple béninois vit depuis le 6 avril la terreur sous monsieur Patrice Talon. Et nous avons constaté que la rue Bénin est en train de sombrer au jour le jour. Je ne voulais pas démarrer sans rappeler à l'opinion nationale et internationale ce fameux procès de ronde le 18 octobre passé, où l'homme d'affaires, le président Sébastien Adjavon, a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme, plus 5 millions d'amende. Monsieur le journaliste, nous allons replonger nos concitoyens dans ce qui s'est passé ce 18 octobre à la Criette à Porte-Nouveau. Vous n'allez pas faire le débat autour de la Criette? Non, mais nous n'allons pas faire le débat autour de la Criette, mais il faudrait qu'on replonge les concitoyens dans ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une affaire déjà jugée au tribunal de première instance de Cotonou, où l'homme d'affaires et ses co-accusés ont été relâchés sous bénéfice de doute. Nous avons su quelques mois après que l'intéressé a voulu quand même voir clair dans ce dossier, où il a saisi la justice pour voir en réalité qu'est-ce qui s'était passé dans ce dossier. Nous avons vu en son temps qu'on l'a empêché de le faire. Et quelques mois plus tard, c'est une cour qui est créée, tous azimuts, et voilà, l'homme d'affaires s'est retrouvé devant la cour. Et on lui envoie une convocation. L'homme d'affaires s'est fait représenter par ses avocats. Nous étions dans cette salle, ce 18 octobre, où nous avons vu un président de juridiction qui empêchait, qui interdisait même aux avocats de prendre la parole. C'était ahurissant ce que moi j'ai vu. Je ne savais même pas que des choses du genre pouvaient encore se passer dans cette République. Des avocats n'avaient même pas accès au dossier. Le pourquoi leur client a été convoqué. Ils n'avaient même pas accès au dossier. Et du coup, étant pressés, étant méprisés, les avocats étaient obligés de faire un conclave, de décider en leur sein
de se retirer de la salle. Croyons que peut-être qu'en se retirant, la bonne foi pourrait animer. Certains, ils se diront, bon, replions-nous, parce que le droit, ce n'est pas ça. Mais ils ont foncé droit, ils sont allés au bout, et à 16 heures, la condamnation est tombée. Nous avons su que M. Sébastien Adjavon et ses co-accusés ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement ferme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme d'affaires est poussé, l'homme d'affaires politicien, parce qu'il n'est plus homme d'affaires, il est maintenant politique. Donc l'homme politique opposant, l'un des opposants principaux de M. Patrice Talon est poussé en exil. Vous voulez dire que Jeudi Noir, c'est une initiative créée pour un homme, célébrer un homme? Le Jeudi Noir n'est pas créé pour célébrer un homme, mais Jeudi Noir est créé pour marquer le deuil. La démocratie béninoise, elle est morte. Elle est morte depuis, et le 18 passé a amplifié encore les choses. Jeudi Noir a été juste créé par un certain nombre de jeunes où nous sommes vus, nous sommes dit, il est temps maintenant que nous montrons à ceux que nous avons en face, nos dirigeants en face, que la jeunesse, nous ne nous retrouvons plus. Et d'autant qu'on leur dit que nous ne nous retrouvons plus, ils ne veulent pas nous comprendre. Et que chaque fois, ils décident d'opprimer le peuple. Ils décident de nous gérer comme ils le veulent. Nous avons souhaité, en nos sein, de marquer le deuil et de montrer à l'opinion nationale et internationale que le Bénin est en deuil. Et c'est là qu'on a décidé. Le Bénin Biaou, le Bénin est en deuil, disent vos collègues, quelque part, frères d'âme, parce qu'il est activiste, vous avez été, avant d'aborder désormais le manteau d'acteur politique qui aspire, dites-vous, à diriger un jour ce pays. Alors, une initiative comme celle-là, est-ce que vraiment elle s'entend? Votre vis-à-vis, elle fait un certain nombre de développements, mais n'empêche, avec tout ce à quoi on assiste, est-ce que ce n'est pas suffisant pour se dire encore, il faut crier un certain Jeudi Noir? Merci beaucoup. J'avoue, je suis triste, navré, consterné, et par ce qui se passe. Je suis triste parce que je n'ose pas croire que c'est les acteurs d'un certain mercredi rouge qui sont au pouvoir aujourd'hui et qu'on en vienne là. Je n'ose pas croire que c'est ceux qui s'étaient montrés comme ardents défenseurs de la démocratie, que c'est eux qui sont au pouvoir et nous constatons ce qui se passe là. Je n'ose pas croire que c'est en leur temps que le Jeudi Noir a vu le jour. Je n'ose pas croire que quelqu'un qui a eu comme projet de société renforcement des piliers démocratiques, parce que c'est ça, les réformes dont on nous parle, c'est pour que l'on puisse renforcer la démocratie. Le diagnostic qui a été fait, c'est qu'on nous a dit que le chef de l'État est surpuissant, il faut diminuer le pouvoir du chef de l'État. C'est parce que on nous a dit qu'il faut la séparation des pouvoirs que le peuple a cru à cela. Donc aujourd'hui, je suis vraiment triste de ce que c'est eux qui sont au pouvoir et qu'il y ait la naissance d'un Jeudi Noir. Vous semblez dire que vous apportez toute votre caution à l'initiative, c'est ça? Le Jeudi Noir, je l'approuve, et d'ailleurs je félicite les initiateurs parce qu'il le faut. La jeunesse doit se réveiller. C'est ce que nous demandons à la jeunesse. C'est le combat que nous menons. Parce qu'aujourd'hui, si la jeunesse se tait, alors là, ils vont instaurer une dictature qui ne dira pas son nom. Soyons concrets. Votre vis-à-vis est parti d'un cas qui aurait beaucoup inspiré ce qu'il faut désormais appeler Jeudi Noir. Mais sur ce dossier, pensez-vous vraiment qu'il fallait en arriver là? Parler de deuil. Voyez-vous,
il a parlé du 18 octobre. Et avant le 18 octobre, moi j'ai noté le 4 mai. Le 4 mai. Parce que le syndicat des magistrats, c'est fort, c'est ce que les gens ne savent pas. C'est l'Union nationale des magistrats du Bénin qui a sorti un communiqué premièrement pour montrer que la justice béninoise n'est plus libre. Et dans ce communiqué, ils ont dénoncé le comportement du garde des Sceaux. Qui était le garde des Sceaux d'alors? Le président actuel de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou. À partir de ce moment, nos citoyens ne sont plus en sécurité parce que quand on parle de la démocratie, c'est la justice d'abord maintenant. Mais puisque l'homme n'est plus garde des Sceaux aujourd'hui, les choses n'ont-ils pas entre-temps changé? Oui, mais il est au niveau de la Cour constitutionnelle et vous voyez comment les lois inconstitutionnelles, les lois antidémocratiques sont validées, sont rendues conformes à la Constitution. Maintenant, notre État n'est pas un État où nous sommes en guerre, où il y a une situation qui nous amène à créer une cour d'exception. Parce que on veut désormais instaurer une pensée unique. On veut détruire les opposants politiques parce que, ce que vous devez savoir, Sébastien Diavon n'est plus un homme d'affaires. Il est désormais un homme politique. Parce que le président donnait deux partis politiques, l'USL. Et on sait aujourd'hui que selon les sondages qui sont faits sur le terrain, que le pouvoir en place est impopulaire si nous allons à une... Non, vous n'allez pas... Vous tenez ces propos. Oui. J'imagine que vous avez changé d'avis depuis la descente du chef de l'État à Sémékraké. Non, qu'est-ce qui s'est passé à Sémékraké? Il y avait le président Buhari du Nigeria. Et ceux qui étaient là, c'était des Nigérians. Non. Non, écoutez, s'il vous plaît, si vous allez à Sémékraké aujourd'hui... Qui a salué le chef. Vous avez vu le bain de foule. Non, si vous voulez, promenez votre micro, allez à Sémékraké au niveau de la frontière, voyez qui sont ceux qui sont là. La plupart sont des Nigériens. Et il y avait leur président qui était à la frontière le jour-là. Et les gens étaient venus pour accueillir leur président. Mais si notre président se dit populaire, ou bien ses soutiens, parce que moi, j'ai vu cette communication comme une communication à la bassesse, parce qu'on n'a pas besoin de montrer ces images-là, de monter une telle vidéo pour montrer que le chef de l'État est populaire. Ce qui veut dire que le malaise est profond. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils ont compris que oui, nous devenons de plus en plus impopulaires. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, la criette qui est criée, ça n'a pas de sens. Et vous voyez, aujourd'hui, il est clair que la criette est créée pour une mission. Détruire les opposants politiques. Soit les condamner, les enfermer en prison, soit les contraindre à l'exil. Et là où le malaise est profond, notre constitution au niveau de l'article 16 a réglé la question. Parce qu'il dit qu'aucun enfant de ce pays ne doit être contraint à l'exil. Mais qu'est-ce que nous constatons? On sait que si on fabrique un dossier pour un opposant, parce que déjà la justice est embastillée, l'opposant ne peut plus résister, il est obligé de prendre le vol et partir se réfugier quelque part. Et comme ça, ils auront le champ libre pour opérer, parce que ceux qui nous disaient hier qu'ils étaient compétiteurs nés, aujourd'hui trouvent que ils vont échouer dans la compétition et ils veulent empêcher catégoriquement la compétition. C'est là nous autres, nous encourageons des initiatives comme le Jeudi Noir et nous disons qu'il faut même aller au-delà de ça. La jeunesse doit pouvoir s'organiser, aller au-delà du Jeudi Noir, parce que nous avons toutes les voies démocratiques pour finir avec une telle dictature. Nous devons puiser dans notre peuple de résistants, parce que nous sommes un peuple résistant, et nous devons puiser de cela, de la résistance de nos aînés. On reviendra là-dessus, mais cette vous parlez de la justice, c'est un pan, c'est vrai, très déterminant au sein d'un système démocratique. Mais quand on va un peu plus loin, si vous n'êtes pas libre, vous n'allez pas continuer à parler. La liberté d'expression qui compte pour beaucoup quand on parle de baromètre démocratique, la liberté d'aller et venir. Si tout ceci n'existe pas, j'imagine pas Calvin de Tétier en train d'organiser ce qu'il a organisé là. Vous n'avez pas été inquiété au lendemain de cette initiative? Monsieur le journaliste, si je vous dis les représailles que nous subissons chaque jour, vous n'allez peut-être pas croire. Je vous dis, ils ne sont pas libres.
nous ne sommes pas libres. Quand je vois les gens dire aujourd'hui la liberté d'expression, vous avez la parole, vous prenez la parole, vous venez sur les ondes. Non, c'est faux. Mais après ces émissions, c'est ce qu'on subit. Donc, nous ne sommes pas libres. Le peuple béninois n'est pas libre. Et surtout, ceux qui portent de la voix ne sont pas libres. Donc, cette histoire de liberté d'expression, je pense que c'est du vent. À mon avis. Oui, c'est du vent. Il conclut de façon péremptoire. Vous diriez la même chose? La jeunesse n'était pas vraiment dans ses choix aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un camarade qui est en prison. Le camarade Sabi Sira Korogoné. Dans ce nom, quand vous l'évoquez... Non, c'est une illustration de ce qu'aujourd'hui... de la liberté d'expression. Oui, écoutez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a suffisamment parlé de ce dossier, mais... Non, je dois revenir là-dessus. Parce que les gens ont voulu instaurer une dictature qui ne dit pas son nom. Et pour le faire, ils ont pris part l'Assemblée nationale qui ne joue plus le rôle du contrôle de l'action gouvernementale, mais qui est désormais un bras exécutant. Ça, on va apprécier tout à l'heure. Avec les députés réunis au sein d'un bloc, dit bloc de la majorité présidentielle. Et c'est eux d'abord qui ont voté des lois antidémocratiques pour renforcer la dictature, pour renforcer le pouvoir dans sa volonté de ruser de rage. Et si vous voyez le code numérique aujourd'hui, ceux qui sont avec le pouvoir ne sont pas inquiétés. Moi, je vois des gens qui prennent des leaders de l'opposition et qui vilipendent, où on va faire des affiches, où on montre que oui, Adjavon est un gangster, il est ci, il est ça, bien avant même le verdict de la criette. Et ces gens-là, c'est des gens qui sont logés dans la machine étatique. Et le pouvoir les connaît. Et si le procureur doit se saisir des dossiers où on dit la diffamation, on doit normalement toucher ces cas-là d'abord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? On sait qu'avec cette histoire de code numérique, la jeunesse ne peut plus parler. Et nous subissons cela. Moi, je suis ici, je vous parle, mais je sais ce que je subis. Avant de venir ici, les gens m'ont dit, attention, avec ce qui se passe avec ta sécurité, il ne faut pas y aller. Mais moi, je dis, pour la défense de notre démocratie, aucun sacrifice ne sera de trop. Nous allons nous y mettre parce que nos aînés ont fait le combat pour nous. Et nous n'allons pas baisser les bras en ces bons chemins. Parce que moi, je dis, aucune dictature ne peut dépasser le peuple béninois. Maintenant, pour dire, le cas de Korogoné est là. Mais il y a le cas de beaucoup de jeunes, des gens se sont tués aujourd'hui parce qu'on leur a envoyé de convocation simplement pour dire, vous avez diffamé le chef de l'État. Mais ce qui est un peu bizarre, une personnalité publique ne peut pas dire qu'on ne doit pas le critiquer sur la gestion de l'État. Si quelqu'un refuse... La diffamation, c'est une chose. Non, critiquer, c'en est autre. Non, mais dis par exemple qu'un chef d'État est un dictateur, qu'un chef d'État est un imposteur. Ce n'est pas de l'injure, ce n'est pas de la diffamation, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah bon? Moi, je suis empêché sur des plateaux de télévision où avant qu'on ne t'invite, on te dit nous ne voulons pas que tu emploies des termes comme imposture. Nous ne voulons plus que tu emploies des termes comme dictateur. Et quand moi je dis, mais écoutez, celui qui a dit je ferai is, et il vient faire le contraire de ce qu'il a promis, il est un imposteur. Et je suis obligé de le dire ainsi. Mais si tel est le cas, alors là, je vous remercie. Parce que nous ne devons pas garder le silence face à ce qui se passe. Ça va nous rendre coupables. Et nous serons complices de ce qui se passe. Aujourd'hui, le drame est profond parce que d'abord, nous parlons de la démocratie. Oui. La séparation des pouvoirs. Vous avez avancé quelque chose tout à l'heure que je trouve d'un peu grave. Permettez qu'il réagisse là-dessus. C'est dans ce sens, justement, votre vis-à-vis évoque la question de la séparation des pouvoirs et veut tout à l'heure revenir là-dessus. Et il pense qu'elle n'existe que de nom. Or, on sait quel effort au quotidien est fourni au niveau du Parlement béninois pour permettre au pays de mieux se porter, même si il y a un bloc qui accompagne le chef de l'État. Là-dessus, la première personnalité s'est suffisamment expliquée encore récemment. Monsieur, vous pensez qu'il y a séparation du pouvoir encore dans ce pays? Quand moi je vois la posture du président Adrien Mbouidji, moi j'ai peur. J'ai peur juste parce que voilà un homme qui a, avec son expérience
avec son bagage intellectuel. Et il est au soir de sa vie politique. Et voilà ce qu'il est en train de faire de notre Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il fait de l'Assemblée nationale? On l'a écouté Ce que récemment. Maître Adé, on me dit, faire de l'Assemblée nationale, oui, c'est quoi? Le vote des lois scélérates, vous ne les avez pas vus? Le vote des lois scélérates à l'Assemblée nationale, qui n'arrange même pas le peuple. Le peuple ne se retrouve même pas dans le vote de ces lois. Mais Adrien Mbedji fait voter ces lois silencieusement. Et c'est vrai, il est le président de l'Assemblée. Oui. Reconnaissez avec moi que sa voix compte pour une seule voix, pas plusieurs. Mon Dieu. Alors cela, est-ce à lui qu'il faut jeter la pierre? Je vous dis, une démarche collective. Je vous dis, Maître Adrien Mbedji est le baron de cette Assemblée nationale. Je vous dis, Maître Adrien Mbedji est le moteur de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas la classe politique opposante? Quand l'opposition veut prendre la parole, est-ce que c'est les autres qui interdisent aux gens de ne pas prendre la parole? C'est M. Adrien Mbedji. Plusieurs fois, nous avons vu l'honorable Guy Mitokwe. Nous avons vu l'honorable Achadé dénoncer ça. Donc, on dit aujourd'hui qu'il y a séparation du pouvoir, c'est du leurre. Il n'y en a pas du tout. L'État central est là, le Parlement est là, et les deux sont ensemble, ils gèrent le pays ensemble. Et c'est en cela que les ennemis ont dit que l'Assemblée nationale est vassalisée, et c'est vrai. Donc nous parler de séparation de pouvoir aujourd'hui, je pense que c'est du leurre, que les gens ne se trompent plus. Il n'y a plus de séparation du pouvoir. L'Assemblée nationale est au sol du pouvoir central, et c'est ce qui se passe, et c'est ce que nous constatons. Oui, vous voulez évoquer la question de la séparation tout à l'heure, mais comme vous avez jeté déjà des idées, j'ai voulu avoir sa réaction d'abord. Vous avez la parole. Oui, la séparation des pouvoirs sous la rupture n'est pas une réalité. Parce que vous constatez directement que l'Assemblée nationale est le prolongement de l'exécutif. C'est le gouvernement bis qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, la minorité, ils ont tout fait pour saccager la minorité à l'Assemblée nationale. Vous voyez le député Valentin Ngossou-Djenotin, qui est en exil aujourd'hui, Simplice Dossou-Kodjo, l'honorable Simplice Dossou-Kodjo qui est en exil, et c'est de cette Atao Renouro qui est en prison. Ils sont beaucoup. Et il y a des députés aujourd'hui qui ont la peur au ventre et qui veulent rejoindre le pouvoir, c'est-à-dire pas contrainte, parce qu'ils se disent, si nous ne faisons pas ça, ils vont nous créer encore un dossier pour nous foutre en prison comme les autres. Et quand vous voyez comment les débats sont menés au niveau de l'Assemblée nationale de notre pays aujourd'hui, c'est une honte. Une Assemblée nationale qui dort d'abord, des gens qui ne lisent pas des lois même avant de voter ces lois-là. Parce que la loi sur la charte des partis politiques, sur le code électoral, quand moi je vois par exemple un député comme Claudine Prudencio, qui va dire que son UDBN ira aux élections seul, mais ça me fait rire, je me demande, mais est-ce que celle-là a vraiment lu la loi sur le code électoral avant de voter? Parce que ça parle de 10% sur le plan national. Et je n'ose pas croire, c'est impossible, que l'UDBN aura 10% pendant les élections, c'est faux. Mais il faut d'abord oser. Non, parce que même dans la 6e où elle est là, elle ne pourra même pas s'en sortir elle-même en tant que présidente du parti maintenant. Quand nous prenons le pouvoir judiciaire est soumis, je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'UNAMA même a été obligé de sortir un communiqué pour dénoncer ça. Et aujourd'hui encore, ils sont en assemblée générale pour parler de la criette. Ce qui veut dire que en amont, ce qui est fait en parlant de la réforme au niveau du secteur judiciaire, on n'a même pas associé les magistrats à cela. Justement, le pouvoir des magistrats qui sont aux autres, et c'est eux qui opèrent, et puis c'est fini. Parce que nous sommes là. Nous allons voir tout à l'heure la décision qui va sortir de l'Assemblée générale de l'UNAMA. Et encore les avocats, 10 avocats du barreau ont saisi le bâtonnier pour dire la criette doit disparaître. Ça fait le pouvoir judiciaire, ça. Mais quand nous prenons le quatrième pouvoir, qui est la hack, la communication aujourd'hui, vous voyez comment la presse... Non, la presse. Oui, la presse. La presse. Oui, il y a quoi avec la presse? Mais, quand vous voyez la presse est soumise. Et les intoxications, ça vient de la presse. La presse ne fait que flouer, intoxiquer le peuple. Je parle d'une partie de la presse, parce que je sais qu'il y a des gens qui font du bon boulot.
qui font du bon boulot, je les félicite pour ça. Peut-être, avant que vous ne poursuiviez, mais je vous ai vu sur un certain nombre d'ondes, pas que maintenant. Alors, quand on parle de cette presse soumise, est-ce qu'elle est autant ou il n'y a que quelques brebis galeuses? Oh, la presse béninoise, elle est soumise aujourd'hui sous Patrice Talon. Et il n'y a qu'une minorité aujourd'hui qui essaie de se défendre, qui essaie de faire le boulot, qui essaie d'honorer la corporation, une minorité. Sinon, la majorité, elle est soumise. Vous ne lisez pas les journaux aujourd'hui, les quotidiens qui sortent. Moi, je les lis. Des fois, j'ai honte quand je lis les quotidiens. Où les gens voient la vérité en face. Je me demande même si c'est des journalistes ou bien c'est des gens qui ont été formés, ou bien c'est des gens qu'on est allé recruter du Rwanda pour écrire des... Non, vous n'avez pas dit des choses comme ça. C'est un grand pays, le pays dont vous venez de citer le nom. Mais qu'est-ce qui fait vraiment votre déception dans ce qui se fait au niveau de cette presse? Parce que chacun, il ne faut pas l'oublier, chacun a le choix de prendre comme option d'accompagner un régime ou de rester juste au milieu en assurant le relais des informations, ou parfois d'accompagner ceux qui se disent opposants. Et ça, c'est connu des courants. Et ce qu'on appelle vulgairement la ligne éditoriale d'une rédaction. Oui, je n'en disconviens pas, mais quand vous prenez la presse dans sa généralité aujourd'hui, mais on ne se retrouve plus. Oui, certes, d'autres peuvent soutenir le pouvoir, d'autres sont de l'opposition. On n'en disconvient pas, on ne refuse cela à personne. Mais ce que la presse devient aujourd'hui, c'est grave. Et ça fait peur. Mais quand tu vas sur des chaînes de télévision ou des chaînes de radio, mais tu es empêché de parole, tu es interdit de parole. Comment ça? Vous y êtes déjà et ensuite interdit de parole? Non, mais quand tu veux prononcer, il y a des mots, quand tu veux les sortir, par exemple, mon frère vient de le dire, de le numérer. Le dictateur. Il y a certaines chaînes de télévision, tu ne peux même pas prononcer ces paroles. Il y a des mots, c'est vrai, il faut assumer ce que... Mais ce n'est pas une injure. D'accord, mais si ce n'est que ça, est-ce déjà suffisant pour dire que la presse se porte mal? La presse béninoise se porte très mal sous Patrice Talon. Et je pense que les professionnels de médias doivent faire leur examen de conscience. Faites votre examen de conscience, sinon l'État béninois, la rupture est en train de tuer votre corporation. Ah oui, Dutatier a pensé la même chose, mais de la façon la plus dramatique. Une corporation qui est presque à l'agonie. Mais quand on doit tirer ses conclusions, c'est à considérer qu'on s'est miré et considérer aussi le passé. Le passé renseigne suffisamment par rapport à l'avenir. La presse béninoise n'était pas plutôt en train de vivre une période de mutation pour une presse davantage plus crédible à l'avenir? Non, il suffit de voir la une de certains journaux. Les titres sont plaqués comme c'est venu. C'est-à-dire, vous vous demandez, mais même si les idées doivent être les mêmes, au moins au niveau des titres, il faut qu'on change au moins. Et vous rentrez dans ces journaux-là pour lire, c'est pratiquement les mêmes textes que les gens plaquent. C'est quoi? Le Bénin n'est pas un désert de compétences. Quand nous prenons la presse dans le passé, il y a des journalistes qui ont fait la fierté de ce pays et qui sont reconnus à l'international. Ça, c'est le Bénin qu'on connaît ça. C'est le Bénin, un pays, ça dit qui fait école. C'est chez nous que les gens viennent copier les bonnes choses. Et quand moi je vois la presse béninoise aujourd'hui se présenter de manière minable, je dis mais c'est impossible. Des journalistes qui ne sont pas capables d'assumer leur rôle. Parce que la déontologie dit qu'il faut être impartial. Mais ils prennent parti. Ici, moi je vois, vous recevez ceux qui sont avec le pouvoir et ceux qui ne sont pas avec le pouvoir. Et ils opinent librement. Mais ailleurs, ce n'est pas ça. Il y a des presses aujourd'hui où c'est rien que les gens du pouvoir. Quand on prend les médias publics, quand on prend... Non, mais c'est justement ça. Oui, non, mais parce que la Constitution est claire. Moi, je suis un acteur politique et la Constitution nous dit que nous devons avoir accès équitable aux médias publics. Mais aujourd'hui, nous sommes absents. Ils nous ont empêché l'accès aux médias publics. Nous devons le dire si tant est que ceux qui sont là aujourd'hui,
C'est eux qui dénonçaient ces choses-là hier. Et qu'aujourd'hui, ils sont là. Et ces choses-là se passent ainsi. Mais nous ne pouvons pas nous taire face à cela. C'est ce que nous disons. Effectivement, les gens doivent faire un examen de conscience en sachant que la presse a un grand rôle à jouer dans une démocratie. Parce que la manière dont ça se passe, si ça pète, la presse aura sa responsabilité là-dedans. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans la démarche qui est la vôtre pour sauvegarder les acquis démocratiques, sur quoi comptez-vous vous appuyer pour atteindre vos objectifs, si tant est que les appuis qu'il faut font défaut, comme vous le dites? Nous nous appuyons sur nos propres forces et nous nous appuyons sur la jeunesse, la jeunesse béninoise. Vous savez, monsieur le journaliste, j'ai en face de moi un homme politique. Nous ne sommes pas dans la politique. L'initiative est née des jeunes, d'un certain nombre de jeunes. Et nous avons mis ce truc en place. Mais jeudi noir. Jeudi noir symbolise seulement le deuil de la démocratie. Le Bénin est en deuil. Les acquis démocratiques sont bafoués sous Patrice Talon. Et nous voulons le faire remarquer à l'opinion nationale et internationale. Point. Aujourd'hui, nous comptons sur nos propres forces. Et nous savons que des jeunes épris de paix et de justice comme nous vont se retrouver aussi dans ce que nous faisons et vont se joindre à nous et nous ferons le combat jusqu'à terme. Certes, c'est pas facile. C'est pas facile. Les intimidations, les menaces, on en reçoit déjà. Mais cela ne nous ébranle point. D'autant que nous sommes décidés à sauver la patrie en danger, nous irons jusqu'au bout pour sauver la patrie en danger. Vous tenez des paroles qui nous replongent dans une certaine histoire politique de ce pays. Le 26 octobre reste une grande date, justement à la date de la tenue de cette émission. 26 octobre, 112, 46 ans déjà. Vous n'y étiez sans doute pas, mais comment vous vivez cet instant en termes de devoir de mémoire, mais en termes aussi de projection pour l'avenir? En termes de devoir de mémoire, je vois que le 26 octobre 1972, 46 ans aujourd'hui, j'ai vu que nos aînés ont fait nos aïeux ont fait de grandes luttes. De grandes luttes pour que ce pays soit libre, pour que ce pays repose vraiment sur la démocratie, pour que ce pays marche, pour que ces dirigeants marchent, suivent le pas, et que ces dirigeants quand même reflètent un peu l'image et donnent à ce peuple ce qu'il veut. Mais j'ai vu que tout ce que les aînés ont fait, nos aïeux ont fait, il y a 46 ans aujourd'hui, tout a été bafoué sous le régime de Patrice Talon. Cette date, pour vous, symbole, histoire? Je note que le 26 octobre 1972, des jeunes militaires ont pris le pouvoir en arrêtant le monstre à 3 têtes et ils ont ainsi mis fin à cette appellation de notre nation, l'enfant malade de l'Afrique, parce que les coups d'État étaient devenus fréquents. Mais dans l'esprit de changer les choses, eux-mêmes, ils ont conduit le pays dans le chaos. Ils ont conduit le pays dans le chaos. L'acte qu'ils ont posé le 26 octobre est à saluer. Mais ce qui s'est passé après cet acte jusqu'en 89, non, ce n'est pas à féliciter, ce n'est pas à encourager. Parce que ils ont instauré un régime militaro-marxiste, ce qui a conduit à une dictature qui ne dit pas son nom. Les enfants de ce pays ont été contraints à l'exil, comme ce qui se passe actuellement sous Patrice Talon. Les esprits qui pouvaient participer au développement du pays étaient contraints à l'exil. Et les Béninois n'étaient plus fiers de la patrie. Et c'est ce qui a conduit à la conférence nationale des forces vives de la nation. Après l'historique marche du 11 décembre 89 pour arracher les libertés démocratiques dans les rues. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est ce qui s'est passé réellement pendant la période révolutionnaire. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les enfants du Bénin qui sont en exil aujourd'hui, c'est incomptable. Léadi Soglo, un mec qui est élu, il est chassé et on met un intérimaire là
qui ne jouent pas le rôle, alors que les raisons, les arguments qu'ils ont avancés, que Cotonou est sale, Cotonou est si. Aujourd'hui, nous constatons que Cotonou est plus sale que ce qu'il disait hier. Aujourd'hui, nous constatons que Valentin Gossou Dianoté, qui est le secrétaire exécutif d'un parti politique de l'opposition, disons un parti politique fort de l'opposition, FCB aujourd'hui, il est contraint à l'exil. Sébastien Germain a dit avant, parce qu'il a dit, je mettrai la barre très haute, et on sait que son parti USL veut ravir la vedette au pouvoir en place, il est contraint en exil. Et c'est comme ça, les cas foisonnent. Les cas sont là à gogo. Alors, Doutetien, le Bénin serait-il à la croisée des chemins en définitive? Des dates qui existent, des faits marquants et majeurs. Une page de définitivement tournée où tout semble à refaire. Oui, une page de définitivement tout tournée. Et je pense que le Bénin est à la croisée des chemins. Je pense que nous sommes à la croisée des chemins et qu'il faut que les fils et les filles de ce pays s'asseyent maintenant pour qu'on réorganise notre nation. Ah bon? Oui. Un dialogue national s'impose? Un dialogue national s'impose. Et je l'avais dit, je le dis souvent, un dialogue national, les assises nationales, il faudrait qu'on en arrive là. Parce que on ne se comprend plus. On ne se comprend. Vous le croyez? Les Béninois n'arrivent plus à se comprendre? Oui, on ne se comprend plus. Et personne ne se retrouve même plus dans la gestion. Donc, il faudrait que... Ne dites pas personne, peut-être vous. Mais la majorité ne se retrouve pas, monsieur le journaliste. Vous avez un baromètre? Bon, ok, prenez vos micros, vos caméras et allez questionner nos femmes dans les marchés. Et vous allez voir que l'assise nationale s'impose à nous tous maintenant. Et c'est ce que moi je recommande au président Patrice Talon, aux dirigeants actuels. Qu'il convoque une assise nationale, qu'on s'asseye, qu'on discute. Parce que c'est dans la discussion que nous allons trouver les solutions à nos problèmes. Mais la manière dont ça évolue là, attention, c'est le crash. Dieudonné Biao, y a-t-il urgence au fils de ce pays de se voir, se trouver autour d'une table? Oui, il y a urgence. Urgence comme l'urgence de 89. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le retour des prisonniers politiques dans notre pays. Alors que dans la salle du PLM à Lédio, les enfants de ce pays ont dit plus jamais ça. Nous disons non à l'arbitraire, à l'injustice. Aujourd'hui, les Laurent Metognon, les Youssao Aboudou, les Sabi Korogone sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ne parlent pas le même langage que le pouvoir en place. Disons les choses par leur nom. Aujourd'hui, des enfants de ce pays sont poussés en exil. Aujourd'hui, quand vous prenez les dettes de notre pays, c'est des dettes qui compromettent dangereusement la postérité. Parce que sur 25 ans, les dettes de ce pays qui valent à 2 milliards, aujourd'hui, ça croît jusqu'à 5 000 milliards. Je disais 2 000 milliards. Ça croît jusqu'à 5 000 milliards. Et c'est nos enfants, c'est la postérité qui payera pour ça. L'économie est au ralenti. Rien ne bouge. Le gouvernement tourne en rond. Et les tissus de la cohésion nationale est déchiré. Ce n'est pas que ça veut prendre un coup. C'est déchiré. Le gouvernement doit prendre garde. Aujourd'hui, le chemin du salut, le seul chemin du salut pour Patrice Talon, c'est d'appeler les fils et filles de ce pays. Il faut qu'ils s'asseyent. Il faut que les gens discutent. Les réformes dont on nous parle, on ne peut pas nous parler des réformes, par exemple, sur la charte des partis politiques. On ne peut pas toucher à l'option de la démocratie pluraliste. On ne peut pas toucher à certaines options sans passer par cette assise-là. Nous devons revoir notre avenir. Nous devons revoir notre économie. Nous devons revoir notre manière de fonctionner. Et seul Patrice Talon ne pourra pas le faire. Ce n'est pas en chassant les enfants de ce pays en exil qu'il va trouver la solution. Il est en train de comment je vais dire, de mettre le pays plus en danger. Et quand ça va commencer, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Mais nous jouons notre rôle. Nous sommes en train de dire au pouvoir de Patrice Talon que l'heure est grave. Elle est gravissime. Et le pouvoir doit prendre garde. Ce n'est pas une question de menacer les gens. Doutetien, aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment, sur l'un des aspects qu'il a évoqué, qui est quand même important, ce qui met un pays souvent en difficulté, ce sont les joutes électorales. Et le Bénin est en train
petitement d'aller à un grand rendez-vous. Il s'agit des législatives de 2019. Votre vis-à-vis pense qu'il est urgent de s'asseoir et de discuter des textes de loi déjà votés. Code électoral, charte des partis politiques. Franchement, il faut faire une option comme celle-là aujourd'hui. Je pense que si les gens aiment ce pays, si les gens sont vraiment là pour diriger ce pays, comme ils le disent, je pense qu'on doit remettre en cause toutes ces lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Toutes ces lois? Toutes ces lois scélérates qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Je pense pour le bonheur de ce peuple. Pour que la paix et la cohésion reviennent. Parce qu'il y a un danger qui nous guette. Les élections de 2019, je ne sais pas dans quel contexte nous aurons ces élections. Moi, je prie Dieu, je dis, mais Seigneur, que la paix règne. Parce qu'avec ce code électoral qui a été taillé sur mesure, je me demande, est-ce que Patrice Talon et son clan comptent sur quoi? Le pouvoir compte sur quoi pour le faire? Le pouvoir se dit, l'opposition n'existe plus, ou le pouvoir pense que c'est eux seuls qui peuvent quand même proposer des lois au détriment des autres, et on taille des lois sur mesure. Et voilà, bon, j'ai dit la dernière fois, le compétiteur né a peur de quoi? On nous a dit quand même qu'on est compétiteur né. Et si on est compétiteur né, et qu'on veut réellement aller à la compétition, on aura peur de quoi? Qu'on laisse les gens compétir. Et là, nous irons en compétition. Mais qu'on taille des lois sur mesure. Parce qu'on se dit, on a peur de son adversaire. Parce qu'on se dit, si on laisse les choses en l'état, voilà, ces gens-là, ils vont nous massacrer en cours de chemin. Donc, il faut proposer des lois, il faut tailler des lois sur mesure pour les éliminer. Et nous avons constaté, le code électoral a éliminé beaucoup d'entre nous. Parce que moi, je ne peux même pas... La caution de 200 millions, là. Mais quel jeune? Nous sommes au chômage déjà. Ou bien mon frère Biaou, il est au chômage, il faut lui demander. Nous sommes au chômage. Nous, on nous élimine maintenant de la course électorale. On ne peut même plus aller aux élections. Alors que la jeunesse, nous avons dit, nos aînés ont assez fait. Il est temps maintenant que nous-mêmes nous prenions nos responsabilités. Il est temps que la jeunesse arrête d'être suiviste. Nous avons assez suivi les aînés. Ce n'est pas qu'on est en train de les vouer à l'hégémonie, mais il est temps que les aînés nous cèdent la place. Si on demande aux aînés de nous céder la place, et dans le même temps, le pouvoir, qui se dit qu'il est là pour la jeunesse, pas ses aînés et taille des lois sur mesure contre la jeunesse. En quoi le pouvoir aime sa jeunesse? En rien. Donc je pense que ce que le président Biaou dit tout à l'heure, c'est même beau, mais je pense qu'on va remettre en cause toutes ces lois céréales qui ont été votées à l'Assemblée nationale, soumettre à Denis Mukwege. Dieudonné Biaou, le défi semble grand, mais la jeunesse que vous représentez sur ce plateau, visiblement, est aussi décidée à apporter sa contribution. Pour le Bénin de demain, mois d'octobre finissant, mois de novembre, qui s'annonce, dit-on, très houleux pour un certain nombre de dossiers qui sont déjà agités par-ci et par-là. La projection qui est la vôtre, comment elle se présente? Non, vous savez, nous sommes tous attachés à la paix dans notre pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs je salue les hommes religieux, la conférence épiscopale du Bénin, qui a sorti un communiqué et qui a demandé aux enfants de ce pays de prier et de prier encore pour le pays. Et je voudrais dire que le gouvernement cesse de provoquer... Vous concluez en même temps dessus. ...les enfants de ce pays. Et pour conclure, il faut que chaque citoyen mette dans la tête que, face aux lois injustes, la désobéissance devient un devoir moral. Maintenant, je voudrais demander à Patrice Talon que s'il aime ce pays, il n'a qu'à appeler au retour des exilés politiques. S'il aime ce pays, il n'a qu'à ordonner la libération des prisonniers politiques. Et s'il aime ce pays, il n'a qu'à appeler à une assise nationale de ce peuple. Je vous remercie. Merci à vous, Dieudonné Biaou. Oui, votre conclusion? Ma conclusion, c'est de l'ancien vibrant hommage. Un ancien appel vibrant. Aux jeunes, aux couches sociaux, aux travailleurs, aux femmes du marché et aux hommes de ce pays, aux journalistes que vous êtes, aux blogueurs, aux activistes que nous sommes, que le pays est en danger et qu'il faut que nous donnons la main pour sauver la République en danger. Merci à vous, Calvin, Robert Doutetien. Merci également
À vous, Dieudonné Biaou, chez téléspectateurs, merci de nous avoir tenu compagnie. Le plateau, la fine fleur, qui pense qu'il est urgent de prendre ses responsabilités. Vous l'avez écouté, vous vous êtes fait vos opinions. Ce plateau, nous n'aurons jamais de cesse de le dire, est pour tous. Chaque fois que besoin est, vous pouvez y passer pour porter le message et la conviction qui est la vôtre, la partager avec tous ces milliers de téléspectateurs, toujours prêts, disponibles à comprendre. Cette citation, pour prendre définitivement congé de vous, elle est du dramaturge et homme politique français Marie-Joseph Chénier. Je le cite: « Le malheur n'est vaincu que par la résistance. » Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.